Ce qui est intéressant de constater, c'est que la stratégie mise en place depuis plus d'une décennie, sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a donné des résultats probants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à 700 000 véhicules par an en termes de capacité de production qui est en train d'être réalisée. 500 000 par Renault et 200 000 par PSA. Donc ça fait qu'en 2019-2020, nous sommes à ces chiffres-là. Les orientations de Sa Majesté ont été très claires. C'est l'industrialisation du Maroc, non pas pour amuser la galerie, mais avec des vraies réalisations et une intégration en profondeur. C'est ce qui a été déployé depuis, comme je vous dis, plus d'une dizaine d'années, avec des plans qui se sont succédés et qui donnent aujourd'hui leurs fruits, qui sont très clairs. Nous avons l'an dernier dépassé les 70 milliards de dirhams d'export automobile. Ça varie entre 65 et 70 en fonction du décompte qui est fait, mais nous sommes à 71 milliards plus exactement d'export automobile, ce qui en fait le premier exportateur national. Donc le secteur automobile a pris son envol, est reconnu au niveau national et aussi au niveau international. On considère que le Maroc est devenu premier en Afrique, dépassant l'Afrique du Sud, et qu'il ambitionne d'être un des players au niveau de la région. Donc le million de véhicules, il nous manque 300 000 véhicules sur le million. Eh bien, j'espère que dans les années à venir, on continuera à travailler suivant les orientations que nous avons eues et avec, Inch'Allah, le succès nécessaire, parce que toutes les composantes marocaines travaillent dans le bon sens, que ce soit les opérateurs économiques, ils sont, ils s'acharnent à développer leur business, et c'est leur objectif, et ils le font avec brio, que ce soit l'État marocain, le gouvernement et l'ensemble de ses composantes, se mettent en ordre de bataille, regarder l'expérience vécue avec PSA. PSA, nous sommes en avance sur tous les indicateurs qui ont été faits, y compris la réalisation de l'usine, y compris le nombre d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Le contrat qu'on a signé avec eux, la convention, prévoyait 1500 ingénieurs et techniciens supérieurs horizon 2023. Nous sommes 2019 et nous avons dépassé les 1500. Ce qui veut dire que ce secteur-là est en pleine effervescence, en pleine progression. Nous avons aussi un élément essentiel, c'est que nous avons signé des contrats avec Renault et PSA pour le sourcing, c'est-à-dire l'achat de pièces usinées au Maroc. Avec Renault, c'est 2 milliards d'euros par an, et avec PSA, c'est 1 milliard d'euros par an. État des lieux, aujourd'hui, nous avons dépassé le 1,5 milliard de commandes placées avec Renault, en avance par rapport au plan que nous avons fixé ensemble. Et nous avons dépassé les 600 millions d'euros avec PSA sur le milliard. Donc les objectifs sont largement atteignables. On a parlé aussi de 100 milliards de dirhams d'export par an de voitures et de pièces usinées au Maroc. Nous y arriverons, Inch'Allah, sans aucune difficulté. Donc le Maroc n'est pas dans une démarche de développement ou d'annonce sans lendemain. Nous avons des concrétisations et des réalisations qui sont dues à la mobilisation nationale sur nos sujets et une orientation très claire de Sa Majesté. Vous le savez, l'escroquerie a toutes ses formes et les gens qui sont dans ce domaine-là sont très ingénieux et se sont développés au fil des années et deviennent extrêmement performants, utilisant des technologies assez avancées. Alors, notre rôle est aussi, lorsque nous avons des remontées d'exemples d'escroquerie qui se répètent, qui sont caractérisés, d'informer les opérateurs. C'est le rôle de l'État et nous le faisons à chaque fois que nécessaire. Donc notre rôle, dès qu'on a l'information, c'est de la partager
pour que les opérateurs puissent se protéger. Il n'est pas question de laisser les opérateurs marocains en ignorance sur une information que nous détenons. Donc nous avons souhaité la partager en toute transparence. Alors, le commerce est un vecteur de développement économique et social important dans notre pays. Et il n'est pas question de le perturber par des informations qui sont colportées parfois de travers aussi. Il y a, à mon sens, d'un côté, peut-être un manque de communication, une timidité de la part des membres du gouvernement et des équipes qui ont géré ce sujet-là. Moi, j'en conviens et on en assume l'entière responsabilité des parts qui nous reviennent. Il faut se remettre en question en permanence et seuls les gens qui ne font rien ne font pas d'erreur. Donc on accepte de faire des erreurs et d'essayer de les corriger au plus vite. Je considère qu'on aurait pu tous mieux communiquer sur ce sujet-là parce que le petit commerçant a entendu, on lui a apporté, on lui a expliqué qu'il allait être assailli par une fiscalité forte, etc., ce qui n'est pas le cas, absolument pas le cas. Néanmoins, donc, il y avait peut-être cette problématique de manque de communication, mais qui a été rattrapée. La Direction générale des impôts est sortie pour expliquer en détail, à la fois ici avec nous au ministère, mais aussi en direct, quelles étaient les orientations et les décisions qui ont été prises. Donc à date, évidemment, comme aujourd'hui tout le monde le sait, il n'y a pas de décret dans ce sens-là. Au niveau des assises que nous préparons pour fin avril, c'est des sujets qui seront mis sur la table. D'ores et déjà, l'ensemble des chambres de commerce et des associations, on leur a demandé de réunir les commerçants concernés par filière et de commencer à travailler sur les thèmes qui les intéressent. On a suggéré un certain nombre de thèmes. Je commence une tournée au niveau des chambres de commerce, au niveau de l'ensemble des régions, pour rencontrer les représentants des chambres de commerce, mais aussi les représentants des associations de commerçants. C'est un secteur vital, essentiel pour notre économie et pour notre développement. Nous allons l'accompagner du mieux que nous pourrons. Bon, maintenant, notre économie a besoin de plus en plus de transparence et de contribution générale dans une démarche concertée qui ne peut pas être dictée du jour au lendemain et qui doit être accompagnée. C'est en tout cas ce que notre département considère. Nous sommes responsables du secteur du commerce et nous ambitionnons l'accompagner dans les règles de l'art et dans les meilleures conditions. Il faut qu'il se modernise, il faut qu'il se développe, il faut qu'il s'informatise, tout ça viendra parce qu'il y va de la survie de ce secteur. S'il reste désorganisé dans l'informel, etc., eh bien, la grande distribution en fera disparaître une partie et ce n'est absolument pas notre objectif. Vous savez, l'épicier aujourd'hui, marocain, a un rôle qui dépasse le rôle de fournir des denrées alimentaires et des produits de consommation aux ménages qui sont ses clients. Il est aussi pourvoyeur de fonds, il fait du crédit structuré depuis des siècles. Et donc, c'est un membre de la famille. Le qal marocain, l'épicier marocain, il fait partie de la famille. Il connaît parfaitement qui va se marier, quelles sont les avancées de chaque famille, comment il doit accompagner chaque membre de cette famille-là. Donc, c'est un rôle social qui est important, qui est le sien. Maintenant, on ne va pas l'abandonner pour laisser la grande distribution le faire disparaître. Le marchand ambulant le manger de l'autre côté, il a un rôle essentiel dans notre économie. Il doit évoluer lentement, sereinement et de façon structurée pour le protéger, parce que nous en avons besoin.
c'est un élément essentiel de notre structure socio-économique nationale, il doit être protégé. Et parfois, le protéger, c'est l'accompagner. C'est lui expliquer que la chaîne de froid est essentielle, que si la chaîne de froid n'est pas respectée, eh bien, il ne vendra plus des produits frais, parce que la population demande de plus en plus une sécurité alimentaire. Donc tout ça doit être fait, mais dans la joie et la bonne humeur, hein, et en évitant de la manipulation sous toute forme qu'elle soit, économique, parce que parfois des opérateurs économiques peuvent avoir intérêt à ce qu'il y ait un peu de bruit pour pouvoir protéger des intérêts privés, personnels, etc. Ça, on baigne dans ça à longueur de journée, donc on connaît un peu comment ça fonctionne. Et puis vous avez aussi de la surenchère politique. Et ce n'est pas marocain, c'est mondial. Donc, en connaissance de cause, nous abordons ces sujets-là avec la sérénité qu'il faut et la concertation. Vous ne pouvez pas faire de transformation d'un tissu économique en faisant l'économie d'une pédagogie et d'une concertation. Après, évidemment, à l'État de prendre les décisions qui lui incombent, c'est son rôle, et aux opérateurs de suggérer ce qu'ils souhaitent faire. Ça a toujours avancé comme ça dans notre pays, et ça continuera à avancer de cette façon-là. La concertation est essentielle, mais les orientations du développement de notre pays sont fondamentales. Est-ce que vous avez déjà vu un parti politique qui va en préparer des élections pour perdre, hein? Donc l'objectif d'un parti tel que le RNI est de gagner. Et il est normal que le président d'un parti, le chef d'un parti, confiant de la démarche qu'il doit mettre en place et des appuis des membres de son parti, au regard de ce qu'il voit au quotidien, d'adhésion, de démarches participatives, etc., eh bien, il est en droit d'ambitionner, en tout cas, d'être à la tête de ces élections-là. Sinon, il n'a pas de place dans l'échiquier. Et chaque parti politique est en droit, et peut-être même en devoir, d'essayer de mener son parti à la bonne position.